Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Le trajet Abidjan-San Pedro devient facile, simple et rapide. Cela grâce à Air Côte d'Ivoire. Dès ce lundi, tous ceux qui veulent effectuer le trajet pourront le faire en seulement 45 minutes. Le billet aller-retour coûte 81 000 francs CFA et le premier vol inaugural vers cette destination d'environ 350 km au sud-ouest d'Abidjan a été effectué samedi. Francis Boifo. Air Côte d'Ivoire, désormais à San Pedro, avec 5 vols commerciaux réguliers par semaine. Au départ d'Abidjan, le passager en classe économique payera 81 000 francs CFA TTC pour des vols en aller et retour et 202 000 francs CFA TTC en classe business. Moi qui venais une fois par mois, maintenant je viendrai chaque semaine grâce à Air Côte d'Ivoire. D'abord, le prix nous permet de le prendre. C'est très important déjà pour les opérateurs économiques. Ça va accélérer les investissements qui sont prévus et demain, ayant une visibilité beaucoup plus importante sur la région de San Pedro, sur les potentialités de San Pedro, du fait simplement de ce va-et-vient des opérateurs, il va y avoir un développement beaucoup plus important que nous pouvons espérer. 45 minutes pour rallier San Pedro en avion, il y a certainement un impact sur le développement de la région. Des sociétés de location de voitures vont se développer, les hôtels qui vont se remplir vont effectivement acheter auprès de nos mamans tous les fruits que vous voyez en bordure de route. Je voudrais, au nom des populations de la région, marquer notre profonde gratitude au chef de l'État. Aujourd'hui, il est possible à tout un chacun d'aller à l'aéroport, de voir l'avion et de le toucher. Ça va quand même constituer une motivation supplémentaire aux jeunes enfants. Et certains même déjà commencent à nourrir l'idée, c'est-à-dire de pouvoir devenir pilote. Pour le ministre du Tourisme Roger Kakou, les vols domestiques d'Air Côte d'Ivoire auront un impact sur le tourisme. Ça permet aux touristes d'arriver sur Abidjan, de pouvoir visiter l'intérieur du pays, et San Pedro est un site touristique exceptionnel. Venir dans le sud-ouest, visiter les sites balnéaires très important, et également au niveau écologique. On a la forêt de Taï qui est pas loin. Visiter toutes les potentialités touristiques de Côte d'Ivoire et retourner de manière très sereine et en toute sécurité sur Abidjan. Les vols commerciaux d'Air Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays à partir d'Abidjan démarrent ce lundi 24 novembre avec 5 vols par semaine à destination de San Pedro, 3 à destination de Bouaké et 3 autres vols à Korogo. La mesure d'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire est entrée en vigueur il y a tout juste 15 jours. La mesure suscite cependant incompréhension et polémique chez certains industriels producteurs de sachets plastiques. Mais pourquoi cette mesure? Les sachets plastiques auraient-ils des effets néfastes sur la santé des populations? Élément de réponse avec Grace Kando. L'interdiction des sachets plastiques apparaît aujourd'hui évidente dans la mesure où ces sachets constituent une source de pollution en raison de leur composition. Ces sachets ont également un impact sur la santé. Il y a 7 types de sachets. Il y en a qui sont admis, j'allais dire, en matière d'utilisation pour l'alimentation, d'autres le sont vraiment beaucoup moins. Je porterai l'attention particulièrement sur les PET, qui sont donc des perturbateurs hormonaux pour l'homme, et donc qui, par diffusion, par le fait que la composition de ces sachets-là est relarguée dans les aliments ou dans l'eau, créent des perturbations hormonales qui sont donc nuisibles pour l'homme. Je citerai aussi un produit qui est extrêmement dangereux, c'est le bisphénol A, qui a toutes les conséquences sur l'homme, notamment le diabète, le cancer, l'infertilité. Au regard donc de sa dangerosité, un appel est lancé pour l'utilisation de récipients adaptés. On a pu voir que les sachets plastiques sont utilisés pour l'eau, avec des sources douteuses d'eau. Sans compter le plastique, bien sûr. Nous avons pu voir que ces populations utilisent ces sachets pour, lorsqu'ils ne rentrent pas à midi, prendre la nourriture, mettre le placali chaud, mettre le riz chaud, mettre la sauce chaude dans ces sachets
et les consommer ensuite. Nous avons pu constater aussi que ces sachets, souvent, sont exposés au soleil pendant un certain temps et c'est là que le relargage est vraiment accentué. Donc, pour des besoins alimentaires, la population utilise ces sachets. Nous leur demandons de faire en sorte qu'ils préservent leur santé en n'utilisant plus les sachets. Qu'ils fassent en sorte d'utiliser, que nous fassions en sorte d'utiliser des récipients adaptés. C'est-à-dire, ça peut être des boîtes bien conditionnées qui permettent donc de stocker la nourriture. Parlons mode à présent. La 9e édition de l'événement de mode Afrique Fashion Show a eu lieu samedi à l'hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan. L'événement a réuni plusieurs stylistes d'Afrique et de l'étranger. Afoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication, y était aussi. Elle représentait la grande chancelière marraine de la cérémonie. Elle a exhorté les créateurs africains à porter haut le flambeau de la mode africaine. Herman Niamien. Du glamour et du rêve à cette 9e édition de l'Afrique Fashion Show, les créateurs africains ont une fois encore fait montre de leurs talents en matière de créativité. L'initiatrice Isabelle Hanno a été honorée. Le public a répondu massivement à son invitation. Je pense qu'un pari a été réussi. Je pense que depuis quelque temps, les Ivoiriens commencent à s'intéresser à la mode. Ils commencent à se rendre compte que c'est un secteur qui est porteur. Ils commencent à se rendre compte de la qualité du travail donc, de nos créateurs. Et ils font surtout le déplacement. Des sommités de la mode ivoirienne, africaine et d'Asie ont également effectué les déplacements. Et pour la série de présentations de créations, c'est le célèbre couturier ivoiro-burkinabé Patéo qui a donné le ton. Suivra ensuite des stylistes de renom comme Eloi Sessou, Wafa Saki, Sissé Moïse, Céline Kobi, Habib Sangaré, tous de la Côte d'Ivoire, et de Grace Wallace du Togo, Koro Deka du Burkina Faso et de Camilla Bajla d'origine indienne qui habite des stars hollywoodiennes comme Angelina Jolie, Nicole Kidman, Sandra Bullock. Le clou des défilés a été l'affaire du célèbre couturier nigérien Alpha D qui signe son retour en Côte d'Ivoire après une longue période d'absence. Je suis fier d'être Africa Fashion parce que c'est la 9e édition et je crois que Isabelle Hanno fait un travail exceptionnel et c'est une bonne image pour le continent africain. Autorités et spectateurs, tous ont été séduits par le savoir-faire des stylistes. Elles étaient toutes, les unes et les autres, très très belles, toutes les tenues. Donc forcément, j'ai eu du mal à faire un choix et je crois que si je devais faire un choix réellement, c'est de prendre toutes les tenues et de les mettre chez moi et de les porter. C'est juste magnifique. Avec la présentation de certains stylistes, nous avons eu l'occasion de découvrir un modèle. C'est formidable, c'est véritablement encouragé, ça fait connaître les valeurs africaines et je crois que ça participe aussi au développement. Le public a eu droit, en plus des différents défilés de plusieurs prestations d'artistes chanteurs de renom, dont Pierrette Adams. 300 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce groupe scolaire offert par un opérateur immobilier à l'État de Côte d'Ivoire. L'école est à Abidjan, dans la commune de Cocody. La remise de dons a eu lieu samedi en présence du représentant de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Reportage Estelle Bro, Ami Sissoko. Le déficit national en salle de classe pour la maternelle et le primaire s'élève à 30 000 selon le ministère de l'Éducation nationale. Ce don d'Ahmad Zine, un opérateur immobilier, va contribuer à y remédier. C'était un groupe scolaire de 3 écoles d'un coût global de 300 millions de francs CFA. Si j'offre cette école, c'est pour le plaisir des habitants et surtout les familles, pour ne pas envoyer les enfants ailleurs. Il faut qu'ils soient juste dans la cité. C'est un appel que, au nom de Madame le ministre, nous lançons, que chaque opérateur immobilier, lorsqu'il entreprend la construction des maisons, pense aux écoles. Cette école compte 18 salles de classe, 3 bureaux et 23 sanitaires, tous équipés. Elle est située à la cité des cadres supérieurs de la santé, entre Akou et Mbadon, dans la commune de Cocody. Ça va permettre aux enfants de faire un tout petit pas pour accéder à leur salle de classe. Ça va leur permettre de bien étudier. Avec le problème d'embouteillage que vous connaissez à Abidjan,
c'est pas du tout facile. Donc vraiment nous applaudissons cette opportunité. C'est une grande joie parce que notre cité est très très vaste et elle a vraiment besoin d'une école. C'est une infrastructure qui permettra aux enfants de la cité d'éviter d'aller très loin pour leurs études. Ce groupe scolaire est bâti sur une superficie de 3000 m². Il va accueillir dès la rentrée prochaine près de 700 élèves à raison de 36 par classe. Un mot de religion dans ce journal. La paroisse Lumière de l'Église du christianisme céleste a célébré sa fête de moisson ce dimanche. Cette première édition avait pour objectif de faire le bilan de l'Église qui existe il y a maintenant 7 ans. Éric Goré, Herman Niamey. Pour cette première édition de la fête de moisson de la paroisse Lumière de Yopougon-Koweït, chants, danses et louanges étaient au rendez-vous. Dans sa prédication, le révérend Taï Noël Pierre a exhorté les fidèles à avoir la crainte de Dieu et à poser des actes qui vont servir d'exemple dans leur entourage. Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient ses enfants et qu'ils partagent avec eux une relation profonde de père à fils. Dieu, son désir simplement, c'est que les hommes abandonnent la voie du méchant et que l'homme vienne suivre Dieu. Parce que la voie du méchant, c'est celle du diable. Elle conduit à la mort. Un message bien perçu par les christianistes célestes pour qui cette fête de moisson est une reconnaissance à Dieu. C'est la jeunesse qui demain va faire grandir et l'église ici, les devanciers ne sont plus là. Donc c'est une manière de nous inculquer aux réalités de l'église pour que aussi les anciens, lorsqu'ils ne seront pas là, la jeunesse puisse grandir l'église. Et c'est en ce sens-là, la jeunesse est importante dans l'église. Nous devons reconnaître qu'il y a un créateur. Le seul créateur, c'est l'Éternel Dieu des armées. Celui qui a sa crainte à la vie, celui qui a sa crainte à l'élévation, celui qui a sa crainte à le pouvoir de régner sur toute manifestation diabolique. La paroisse Lumière de l'église christianiste céleste de Yopougon a été créée en mai 2007 et compte plus de 200 fidèles. La fièvre hémorragique à virus Ebola a fait 5459 morts selon un dernier bilan. En Guinée, le gouvernement met en place des centres de transit pour lutter contre l'épidémie. À Forêt-Caria, en Guinée-Maritime, c'est un centre de transit tout juste sorti de terre. Objectif, désengorger la grande unité de traitement Ebola à Conakry, à 100 km de là. Ici, on compte une dizaine de lits pour accueillir tous les cas suspects. Et c'est seulement une fois le diagnostic posé et confirmé que les malades sont envoyés à Conakry. Ce centre de transit nous permet non seulement de le prélever, mais de le suivre et comprendre l'évolution de la maladie. Si ça mérite le transfert vers un centre de traitement Conakry, pour le transfert, s'il guérit, dans tous les cas, avant qu'il ne continue, il est bon qu'il soit suivi d'abord au centre de transit. 22 personnes travaillent ici, tous volontaires. Pour eux, le danger, ce n'est pas seulement le virus, c'est aussi la stigmatisation. Je n'ose même pas dire aux gens que je travaille ici. Donc, s'ils comprennent que toi, tu travailles ici, donc ils vont t'écarter. Là où, partout où tu passes, ils vont t'indexer. Il y a quelques semaines, une équipe de la Croix-Rouge a été prise à partie alors qu'elle emportait le corps d'une femme morte d'Ebola. À Forêt-Caria, certains ne croient toujours pas à la maladie et alimentent les rumeurs les plus folles. Cet homme, par exemple, accuse les agents du centre de santé d'être derrière l'épidémie. Si vous me posez la question à moi, je vous dirais que ça a commencé à cause de ces gens. On ne peut pas boire de l'eau ensemble parce que je sais que ce sont des assassins. Des rumeurs qui se mêlent à la peur. Plus personne ou presque n'ose s'aventurer à l'hôpital de la ville. La crainte d'être contaminé par le virus. Manuel Valls est à Niamey, au Niger. Le Premier ministre français y est allé pour parler de lutte contre le terrorisme. Après s'être rendu au Tchad samedi, Manuel Valls est arrivé à Niamey, la capitale du Niger, pour sa première visite en Afrique subsaharienne depuis sa nomination à Matignon. Il a été accueilli par son homologue nigérien. Manuel Valls a réservé sa première visite aux militaires français détachés sur la base de Niamey. 300 hommes de l'armée de l'air, notamment engagés dans l'opération Barkhane de lutte contre le terrorisme.
Outre 3 avions de combat Mirage 2000, la base abrite 4 drones d'observation destinés aux missions de renseignement. Devant les militaires français, Manuel Valls a voulu saluer l'efficacité de l'opération Barkhane et la pression qu'elle exerce sur les terroristes. Après ces interventions, nous pouvons maintenir sur eux une pression et nuire à leur capacité d'action. Nous pouvons aussi couper leurs lignes de ravitaillement. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective, nous en avons beaucoup parlé depuis hier, qu'une base avancée temporaire sera prochainement déployée à Madama, au nord-est du Niger. Outre ce nouveau déploiement militaire au Niger, Manuel Valls a également confirmé que des Mirages de l'armée française seraient bientôt positionnés en Jordanie pour lutter contre l'État islamique en Irak. Lors d'une conférence commune avec son homologue nigérien, Manuel Valls a rappelé que le Niger était un partenaire stratégique incontournable pour lutter contre le terrorisme. Le Premier ministre nigérien ajoutant que les pays du Sahel n'étaient pas les seuls concernés. C'est des menaces qui interpellent l'ensemble de la communauté internationale parce qu'elles peuvent se retrouver partout ailleurs dans le monde. D'où l'intérêt justement de se retrouver, de se souder, de faire face à ces menaces. Manuel Valls a été décoré par le président du Niger, Mahamadou Issoufou. Les deux hommes se sont ensuite retrouvés pour évoquer le dossier Areva. Le groupe nucléaire français a récemment trouvé un accord avec le Niger sur l'exploitation des mines d'uranium. La Turquie éprouve beaucoup de difficultés pour répondre aux besoins élémentaires de plusieurs centaines de milliers de réfugiés syriens. En conséquence, nombre de ceux qui ont réussi à passer la frontière vivent aujourd'hui dans le dénuement le plus total. L'aide humanitaire internationale est très faible, mais la Turquie doit elle aussi se mobiliser davantage pour se voir octroyer cette aide. Ils vivent dans des conditions précaires après avoir fui la guerre civile. Les réfugiés syriens sont 1 600 000 en Turquie. Pour une minorité d'entre eux, le gouvernement veut délivrer des permis de travail temporaires. Dans les rues d'Ankara, les citoyens ne cachent pas leur inquiétude, même si le gouvernement promet de ne pas mettre en difficulté le marché du travail. La Turquie a déjà un taux de chômage très élevé. Je ne suis pas d'accord avec cette politique. Où pouvons-nous trouver 1 million d'emplois ? Allons-nous sacrifier nos intérêts pour protéger les leurs ou bien le gouvernement va-t-il construire des usines pour assurer leur travail ? Selon un récent rapport turc, la majorité des réfugiés syriens travaillent illégalement et plus de 220 000 vivent dans des camps le long de la frontière. Il y a donc urgence. Nous devons faire attention à la façon dont ce plan peut aboutir et si le processus est conforme aux normes internationales. Outre la mise en place d'un cadre juridique qui ne suffit pas, le gouvernement turc doit également prendre des mesures pour lutter efficacement contre le problème. Un problème dénoncé notamment par l'International Rescue Committee. L'organisation exhorte les pays occidentaux à offrir un soutien accru aux pays voisins de la Syrie. Depuis le début de la guerre en 2011, la Turquie, la Jordanie, l'Irak et le Liban ont déjà accueilli plus de 3 millions de réfugiés syriens. Au Liban, ils représentent même un quart de la population locale. Si vous souhaitez que ces pays soient capables d'accueillir encore des réfugiés, il est indispensable de mobiliser une solidarité internationale massive avec eux. Les pays voisins de la Syrie commencent à limiter, voire à leur refuser l'entrée. Pour les soulager, l'International Rescue Committee préconise aux pays riches d'accueillir davantage de réfugiés syriens. Fin de ce journal. Bon début de semaine sur RTI.